Salut à toi, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Performer autrement. Je suis particulièrement hypé aujourd'hui, on va parler de mon modèle mental préféré, de ce que je considère être la loi la plus importante en fait dans le dev perso, en tout cas celle qui m'a le plus aidé ces 5-6 dernières années. D'une manière générale, celle qui m'aide le plus au quotidien, tout court. Reste bien avec moi. Je me lance le défi de créer un important avant-après pour toi avec cet épisode. Comme toujours, un disclaimer. Je vais à la fois te partager une synthèse de sagesse qui nous vient particulièrement ici de John de Martini, mais aussi des moments de coaching ou des moments de ma propre expérience. Comme toujours, garde ce qui te parle. N'hésite pas à challenger ou à jeter le reste, faisant ce que tu veux, tant que c'est à ton service. L'idée centrale, je la pose tout de suite et on va l'explorer ensemble juste après. L'idée centrale, c'est qu'à chaque instant, dans chaque expérience de vie, ce que tu gagnes et ce que tu perds sont parfaitement équivalents, quoi que tu en penses, quoi que tu vois, quoi que tu perçois. Donc, pas de temps en temps, pas pour les autres, pas quand c'est OK de l'entendre, tout le temps, partout, en toutes circonstances. La seule et unique variable en jeu dans tout ça, c'est la capacité qu'on a à le percevoir, à percevoir gains et pertes au même niveau dans son ensemble. Lorsqu'on est persuadé de plus gagner dans une certaine situation ou de plus perdre dans une certaine situation, on ne voit juste qu'une seule face de ce qui est en train de se passer d'une manière générale. On va voir ensemble d'où ça vient, ce que ça implique. Je vais donner des exemples, je vais donner des façons de travailler avec tout ça euh, et, et de voir comment ça peut être à ton service. On commence avec la racine. Cette loi, Cette loi, d'une certaine manière, elle est inscrite dans la nature, dans les lois physiques qui régissent notre monde, qu'on a potentiellement étudiées au collège ou au lycée. Par exemple, la loi de conservation de l'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se détruit. Tout se transforme. Tout est conservation, tout est équilibre. On a la troisième loi de Newton aussi qui est intéressante, qui dit que chaque action correspond à une réaction égale et opposée. Chaque force génère une contre-force exacte, sans exception. Euh, que ce soit un choc entre deux objets, en sciences physiques par exemple, ou que ce soit un choc émotionnel entre deux événements de ta vie. Et l'extension de tout ça, cette dynamique d'équilibre, s'applique aussi à nos expériences subjectives. On la retrouve en fait sous des centaines de variantes dans les sagesses orientales, dans certaines philosophies grecques et antiques, dans le Tao aussi. Je vais faire une parenthèse. Il y a une vieille parabole taoïste qui condense ce qui vient d'être partagé. On peut trouver plusieurs noms à cette petite histoire. On l'appelle par exemple le vieil homme et son cheval, ou le vieil homme qui perd son cheval. Tu la connais peut-être? J'en touche quelques mots parce que c'est vraiment intéressant. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit près de la frontière avec son fils, et un jour son cheval s'enfuit. Et les voisins viennent le plaindre en fait. C'est une catastrophe, quel malheur. Et en fait, ce vieil homme, il répond simplement bah, qu'on ne sait pas. Et quelques mois plus tard, le cheval revient accompagné d'un étalon sauvage. Et là, tout le monde se dit waouh, incroyable, quelle chance. Et lui il répond bah on ne sait pas. Son fils monte ce nouveau cheval, il tombe et il se casse la jambe. Et là, il y a tout le village qui dit que c'est une catastrophe. Et le vieil homme qui dit qu'on ne sait pas. Et un peu plus tard, il y a l'armée qui vient enrôler tous les jeunes hommes valides du village pour aller à la guerre. La plupart vont mourir et son fils, à cause de sa jambe cassée, était resté à la maison. Le c'est incroyable ou c'est une catastrophe qu'on peut beaucoup avoir dans nos vies, ce sont juste des perceptions incomplètes. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on suspend le jugement à l'instant T parce qu'on ne voit jamais la chaîne complète des conséquences. Et ce que De Martini formule plus systématiquement, c'est la même chose en fait, c'est qu'à chaque moment où tu reçois quelque chose que tu perçois comme positif, il y a un coût simultané. Et à chaque moment où tu reçois quelque chose que tu perçois comme négatif, il y a un cadeau simultané. Le cadeau ou le coût, il est maintenant. Il est pas plus tard, il est dans le moment, il est dans l'événement précis, il est au même moment en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on perçoit un positif sans un négatif, on est entré dans une émotion qui est positive.
Et à chaque fois qu'on perçoit un négatif sans un positif, on est entraîné dans une émotion qui est, on va dire, négative, en tout cas qui nous est un peu plus douloureuse. Dans les deux cas, on dit qu'on est décentré, parce qu'en fait, notre perception, elle n'est pas complète, elle n'est pas équilibrée. On voit un côté, on voit pas l'autre côté. Et le challenge ici, c'est que dans notre éducation, dans notre câblage cérébral en quelque sorte, on est entraîné pour classer, pour labelliser les choses. Ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est ok, ça c'est pas mauvais, ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien pour moi. On juge beaucoup en fait, et on a ce truc de confirmer les histoires qu'on se raconte et qu'on colle à notre identité. C'est aussi, et ça c'est un mécanisme pardon de survie, de pouvoir, très vite, trier et classer les choses. C'est aussi le principe d'une émotion. Une émotion, par nature, c'est unilatéral. On peut pas être joyeux et triste exactement au même instant et à la même intensité. On peut passer de l'une à l'autre, on peut, les superposer, on peut pas vivre les 2 pile en même temps. Et ce que dit De Martini, c'est que la vérité, elle est dans l'équilibre. Elle est pas dans l'émotion qu'on ressent. L'amour, la profonde gratitude est dans l'équilibre. L'émotion, c'est toujours une forme de demi-vérité. C'est comme une distorsion. C'est pas un ennemi, évidemment, l'émotion, mais au fond, elle vient comme un signal qu'on ne perçoit qu'un seul côté de l'événement. Et lorsqu'on veut apprendre à performer autrement, on va vouloir s'entraîner à revenir assez rapidement à l'équilibre, parce que l'équilibre, le fait d'être centré, c'est le seul endroit dans lequel on est vraiment souverain, dans lequel on est vraiment aligné, lucide. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus les émotions, juste on ne les subit plus, on ne prend plus des décisions à partir d'elles, par exemple. On les prend depuis une base qui est bien plus saine. Je vais te partager 5 principes pour la loi de l'équilibre, qui, à mon sens, ont vraiment le pouvoir de transformer radicalement notre façon de vivre, notre expérience de vie, en fait, notre façon d'expérimenter notre vie. Le premier, c'est que chaque expérience de nos vies contient simultanément un coût, un bénéfice. Donc pas un coût ou un bénéfice, les deux en même temps. Par exemple, pour chaque mariage, il y a, donc mariage qu'on pourrait considérer comme quelque chose, de génial. Il y a un coût, heu, la confrontation au quotidien, la fin d'une certaine, liberté de mouvement peut-être, bon peu importe. Et il y a un bénéfice qui est, de la stabilité, un partenaire, une potentielle famille. Pour chaque divorce, il y a un coût et un bénéfice. Pour chaque promotion, il y a un coût, un bénéfice. On peut faire l'exercice avec n'importe quel événement de notre vie. Il y a coût et bénéfice toujours au même niveau, en même temps. On va reprendre beaucoup d'autres exemples plus tard. Le deuxième, plus on polarise, plus on souffre. Quand on survalorise un événement, le mariage ne doit être que joie, la promotion ne doit être que reconnaissance. En fait, on se prépare à un atterrissage difficile parce que la face cachée qui est là quoi qu'il arrive, en général, elle va se révéler avec d'autant plus de violence qu'on l'avait nié. Et dans le même temps, quand on dramatise un événement qu'on perçoit négatif, le divorce c'est une catastrophe, fermer une boîte, l'échec c'est une humiliation. On prolonge la souffrance bien au-delà de ce qui est nécessaire parce qu'on refuse de voir le cadeau en parallèle qui est pourtant là. Donc plus on est polarisé d'un côté ou de l'autre, plus on peut attendre une certaine souffrance. Troisième, 3e principe, mon préféré, la gratitude la plus profonde qu'on peut ressentir vient de la perception de la perfection des événements, peu importe à quel point ils sont agréables ou non. Je ne parle pas de gratitude positive, de, j'ai, de la reconnaissance d'avoir un toit sur la tête ou qu'il fasse beau. Je parle d'une gratitude équilibrée. Je suis profondément reconnaissant que cet événement, tel qu'il est passé, tel qu'il ait eu lieu, est parfait. Parce que je vois ce qu'il m'a coûté et je vois ce qu'il m'a apporté. Cette gratitude-là, elle crée un profond ancrage dans la vie. Elle est vraiment inébranlable. Parce qu'en fait, elle ne dépend pas du caractère agréable ou non du moment en question. Chaque événement est parfait tel qu'il est, et au plus on peut apprendre à voir ça, au plus j'ai l'impression qu'on peut vivre d'une base qui est plus centrée, plus saine, et du coup, dans notre contexte à nous, performer d'une base qui est plus centrée et plus saine. Quatrième principe,
Hem, chercher à gagner sans perdre, chercher à profiter sans souffrir, c'est un fantasme qui est destructeur parce que c'est impossible. Quand on construit une stratégie de vie autour de l'idée qu'on pourrait que gagner, autour de l'idée qu'on pourrait avoir juste un côté, celui qui nous arrangerait le plus, c'est comme si on construisait notre stratégie sur du sable et c'est vraiment quelque chose que j'observe tous les jours autour de moi, la capacité que peut avoir l'être humain à vouloir battre l'univers, à battre les lois de la nature en général et c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Au plus on est décentré, au plus on va se prendre un retour de bâton. Et cinquième principe, notre identité se construit autant dans le soutien que dans le challenge. Donc, ça fait pas sens de vouloir chercher absolument, le côté agréable ou le côté, soutien. Ça veut pas dire que ça fait sens d'aller chercher que le challenge non plus. Hem, il se construit dans les 2 en fait, simultanément. Si on reçoit que du soutien dans une dimension de vie, on va attirer beaucoup de challenges ailleurs. Il y a toujours un équilibre aussi entre les 2. Hem, ce challenge, il viendra quoi qu'il arrive en fait. Notre croissance et il viendra parce que notre croissance en tant qu'être humain a besoin des 2. Et si la vie est extrêmement douée pour quelque chose, c'est en général pour nous montrer l'équilibre, pour nous inviter à voir l'équilibre là où on ne le voit pas encore. Jusqu'ici, comment ça te parle? Je t'invite à juste faire un point. Je vais te partager quelques exemples, hem, tout en te précisant un point pour démarrer et je reviendrai dessus après parce que c'est vraiment peut-être le côté le plus important de ce type de travail-là. Le jeu, c'est pas, de chercher le gain ou le coût qu'il peut y avoir dans toutes les situations du monde, ou c'est pas de vouloir équilibrer les catastrophes dans le monde ou de percevoir les coûts dans, ce qu'on peut considérer être des belles choses dans le monde, peu importe. Le, cette loi de l'équilibre, elle est propre à chacun. Chaque coût, chaque bénéfice, c'est propre à chacun, à chaque contexte, à chaque personne. Lorsqu'on joue au jeu de voir l'équilibre, c'est hyper important de se baser sur un exemple qui est concret, d'être dans le moment de ce qui est en train de se passer ou de ce qui a pu se passer. Je te donne quelques exemples que je retrouve assez souvent. Prenons ce qui a l'air d'être un chouette succès, par exemple, un sportif qui gagne une grande compétition, une médaille olympique, un entrepreneur qui signe un gros contrat, un chercheur qui publie un article qui est fondateur. On peut célébrer ça et c'est super, mais c'est pas que super. Il y a toujours un coût associé, par exemple, avec euh, la naissance d'une nouvelle pression. Maintenant, on est attendu. On est celui qui est chassé, peut-être, plutôt que celui qui chasse. On perd le statut d'outsider, qui donne beaucoup de motivation, qui donne beaucoup de liberté. Une forme de réussite, ça peut aussi créer de la distance avec les autres. Donc, ça peut, d'une certaine manière, nous isoler. Donc, les deux faces d'une même pièce. Prenons un échec maintenant. Un échec, au premier abord, pas super sympa, une faillite, une rupture. Bon, c'est aussi toujours l'occasion de se libérer d'un environnement qui pouvait peut-être nous étouffer, l'occasion de se réinventer, de découvrir des ressources intérieures qu'on n'aurait jamais explorées dans le confort, de se recentrer sur ce qui compte vraiment, au lieu, d'automatiquement continuer à faire ce qui semble être la prochaine étape naturelle. Bien sûr, en général, dans le moment, on peut avoir du mal à voir ça, mais c'est là, en fait et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de confiance qui peut être générée dans le fait que c'est là. Peu importe qu'on parle d'ailleurs de ce qu'on peut considérer être un succès ou, un échec. Parce qu'encore une fois, on l'a vu, succès ou échec, c'est une photo à l'instant T. On voit pas la chaîne de conséquences derrière. Même dans ce type d'échec, pardon, évidemment la douleur, peut être réelle et en même temps, il y a ce truc que la perte n'est jamais que perte. Le plus vite je peux le voir, le plus vite je peux me recentrer et le moins je vais, souffrir. La naissance d'un enfant aussi, par exemple, qui va amener une joie immense, une ouverture du cœur incroyable, un nouveau sens à sa vie et en même temps, une perte d'indépendance, une plus grande responsabilité, une fatigue physique, une redéfinition assez challengeante parfois de l'identité. Peut-être un couple aussi qui peut être mis sous pression. On le sait en fait, on peut vivre un succès incroyable qui en réalité, si on regarde bien, va être à la racine d'une phase beaucoup plus douloureuse qui va émerger. On peut aussi vivre un moment très challengeant dans sa vie et réaliser à quel point il a été fondateur pour une suite beaucoup plus riche dans notre vie. Le jeu, c'est de voir qu'au plus vite, de percevoir en tout cas, au plus vite que plus on est polarisé,
sur un côté du spectre, au plus on va souffrir et à l'inverse, au plus on est entier, centré, lucide, complet dans sa perception, au plus on va pouvoir construire quelque chose de durable. Sur un plan, peut-être plus concret, je vais passer à la suite. Je vais te partager 3 temps, d'application. On peut jouer sur la temporalité pour mettre cette loi, en en exergue, on va dire. Donc 3 axes: passé, présent, futur. On a un axe passé, donc par exemple, si tu portes une charge émotionnelle sur un événement passé, si tu es déclenché par cet événement, c'est que tu n'as vu qu'un côté et qu'avec le temps, potentiellement, tu as renforcé cette polarité. On peut faire un travail ici, alors encore une fois, plus ou moins long, plus ou moins intense, parce qu'on peut travailler sur des traumas, on peut travailler sur des deuils, on peut travailler voilà, sur des événements d'intensité qui sont différentes. Hem, on peut travailler à équilibrer la perception. On prend un événement chargé, alors on peut être accompagné pour faire ça. On prend un événement chargé et on cherche activement, par exemple, le cadeau, les bénéfices qu'on n'a pas voulu voir à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à minimiser la douleur, on peut respecter l'événement. Juste, ça veut dire qu'on cherche à compléter l'événement. Et inversement, si tu suridéalises, par exemple, une période passée, ça peut être intéressant de chercher les coûts de ce que nous a coûté. Peut-être que, ce qu'on ne voit pas peut nous coûter très cher à l'avenir. Peut aussi, ce que je vois beaucoup, entretenir un fantasme qu'on pourrait vivre une nouvelle période où on ne fait que gagner. Ce qui n'existe pas, ce qui est un super moyen d'entretenir une forme de rat race. Très souvent, des charges qui te traînent depuis des années peuvent se libérer en quelques heures de travail. Alors ça peut être des heures très intenses. C'est tellement libérateur lorsqu'une charge se dissout et qu'on perçoit l'équilibre et la perfection de l'événement. Deuxième temps, le présent. Quand quelque chose arrive aujourd'hui et qu'une émotion forte, par exemple, monte, on peut aussi le voir comme un signal. On peut vivre l'émotion, mais on peut le voir comme un signal. On peut ne pas se laisser embarquer immédiatement par l'émotion comme si elle était vérité. On peut se demander, cet événement, je le vis comment? Quelle est l'autre face? Qu'est-ce que je ne perçois pas? Et en fait, au fil du temps, c'est comme un muscle qui se développe. On peut devenir de plus en plus capable d'équilibrer quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'avant, là où on pouvait mettre 3 mois pour voir, le cadeau d'une mauvaise nouvelle, on peut l'avoir maintenant dans l'heure qui vient. On peut le voir dans l'heure qui vient. C'est comme un entraînement. Super compétence à développer, je pense d'ailleurs. Et troisième temps, l'axe futur, l'anticipation. Avant un projet ambitieux, avant une décision importante, avant un événement qui peut-être te fait peur, on peut jouer à équilibrer en amont, entre guillemets. On peut s'entraîner à voir, pour une prise de décision par exemple, les bénéfices et les coûts du futur que l'on vise. On peut préparer les deux faces. En général, quand on fait ça, la peur diminue drastiquement aussi, parce qu'on n'est plus en train de s'attendre à vivre un fantasme à sens unique qui, à tout moment, pourrait s'effondrer. La loi de l'équilibre, c'est un excellent modèle mental dans ce sens-là. Prendre une décision en étant parfaitement centré sur les bénéfices et les coûts associés à A et les bénéfices et les coûts associés à B, ça permet de vraiment choisir. Et j'y reviendrai, mais du coup, on va vraiment choisir en fonction de son système de valeurs et du système bénéfice-risque, bénéfice-coût qu'on est prêt à accepter en fait. On choisit celle qui fait le plus sens pour nous et pas juste être dans un fantasme de la bonne décision qui serait que génial pour nous. Je t'ai mis 3 exemples ici de phrases qui me reviennent souvent en session et puis qui sont des signaux en général clairs qu'il y a un fantasme, positif ou négatif, qui est en train de se construire. On peut les utiliser comme révélateurs sur soi-même. La première, c'est: «Ce serait vraiment incroyable si». Quand on se quand on se surprend à penser ça, en imaginant une décision ou un projet ou un avenir, c'est qu'on visualise uniquement la face lumineuse de ce qu'on vise. Et là, le job, c'est d'aller chercher l'autre côté. Qu'est-ce que ce incroyable, par exemple, va aussi te demander en énergie, en sacrifice, en charge nouvelle, en relation qui pourrait évoluer, par exemple? L'idée, c'est de voir le projet en entier avant de s'engager et pas juste la version filtrée que l'enthousiasme qu'on peut avoir nous montre. La deuxième, c'est: ce serait une catastrophe si, ce serait une énorme catastrophe si. Et là, c'est l'inverse. On visualise uniquement la face obscure, la face sombre d'un futur.
Ce serait une catastrophe si j'échoue, si je rate cette compétition, si je perds ce client, si je perds ce contrat, si je ferme ma boîte. Et là, le job, c'est d'aller chercher au même moment le cadeau caché si jamais ça arrivait. Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Quelles ressources ça pourrait te permettre de découvrir? Quelle nouvelle direction, peut-être plus alignée avec qui tu es vraiment, pourrait s'ouvrir? Sans minimiser la difficulté, mais on peut aussi voir, hem, la situation actuelle qu'on a aujourd'hui, elle est équilibrée aussi. On n'est pas que en train de gagner, il y a des coûts associés à notre situation. Ces coûts, peut-être qu'on les perdrait si jamais ce scénario catastrophe arrivait et ça serait quelque chose d'assez chouette, par exemple. Hem, Tu gagnerais d'une certaine manière aussi la disparition des coûts, des inconvénients de ta situation actuelle. Et la troisième, c'est: «Je ne m'en remettrai pas si» ou «Je ne m'en remettrai jamais si». Celle-là, c'est souvent la plus puissante à creuser, qui peut, représenter de très grandes peurs, des peurs très profondes qu'on peut avoir. C'est la version extrême du fantasme de catastrophe et derrière, en général, il y a toujours une forme hem, de gestion identitaire, en fait. Quelle facette de soi on protège tellement fort que le fait d'imaginer cette fin nous paralyse? Quelle version de toi-même devrait disparaître si ce scénario arrivait? Qu'est-ce qui pourrait émerger à la place? Et on y reviendra peut-être au cours de ce podcast, mais au cours de ce podcast, on peut, on peut vraiment aller anticiper des choses qui sont incroyables et ressentir beaucoup de paix par rapport à n'importe quoi qui peut se passer dans le monde et dans nos vies, en fait. Très souvent, quand on est dans ces contextes-là, la peur qu'on a, elle a une influence assez négative sur notre quotidien. Elle nous drive négativement, elle nous déclenche. On ne réfléchit qu'au scénario du pire du pire et la vie continue toujours. Donc, il y a toujours un moment où si jamais on est amené à vivre ce scénario du pire qu'on redoute, bah, en fait, c'est qu'on a arrêté l'histoire. Qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? La vie, continue en fait. Comment on avance a avec ça? Plus on fait ce travail en amont, plus on devient libre dans nos décisions. C'est l'inspiration qui prend le pas sur le fantasme. Et là, on se met à faire des vrais choix de vie. Parce qu'on est vraiment libre, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus solide sur nos appuis, on va dire. Euh, une petite phrase que je m'étais notée que je trouve assez jolie de Martini dit que quand deux émotions complémentaires avec des charges égales mais opposées sont rassemblées et synthétisées dans un équilibre parfait, elles s'annihilent et donnent naissance au sentiment d'amour et de lumière. Je t'invite à le noter si jamais ça peut t'inspirer. Le job, c'est pas de fuir l'émotion ou de maîtriser l'émotion, c'est de voir quel est son opposé, de les voir ensemble et de les laisser s'équilibrer. Ce qui était de l'émotion devient une forme d'amour et de présence et de gratitude qui est très forte. Un piège et un levier intéressant. Quand on travaille sur des équilibrages, c'est hyper important de ne pas tomber dans le piège de l'intellectualisation du truc. C'est pas dans la tête, c'est pas que dans la tête en tout cas qu'on réfléchit à ces choses-là. Hem, on peut percevoir un équilibre mentalement, mais en fait notre corps l'a toujours pas, compris et intégré. Le vrai équilibre, la vraie, dissolution de charge, c'est dans le corps que ça se passe, c'est pas dans la tête. On arrête d'équilibrer ou de chercher des bénéfices ou des coûts à une situation quand on sent vraiment un apaisement émerger. Quand on n'a plus la charge dans le corps, en fait, quand on n'a plus la tension dans la poitrine, quand on n'a plus la boule au ventre, quand on n'a plus, l'envie de pleurer, vraiment qui vient très forte ou l'envie de taper ou de cogner. La preuve, elle est pas dans la tête, la preuve, elle est toujours dans le corps. Hem, pour ça aussi que c'est important en général là-dessus de pouvoir, être encadré et se faire accompagner, même si évidemment on peut commencer à jouer avec tout ça. Selon les événements, ça peut prendre des durées qui sont vraiment très différentes. Ça peut se faire par paliers. On peut vraiment voir l'exercice d'équilibre comme un exercice d'ouverture du cœur. Et tout ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas, qu'on n'accueille pas une émotion qui émerge d'une perception déséquilibrée. On est des êtres humains, on vit, on ressent des émotions, fortes, elles font partie de notre expérience. Peut-être juste dommage quand elles contrôlent, tout notre avenir. Et il y a un levier qui est très intéressant, dont en tout cas que je voulais mentionner avant de récapituler. En général, il est sous-utilisé, c'est ton système de valeurs. On reviendra bientôt sur la question du système de valeurs, mais quand un événement te touche fort et que tu n'arrives pas à équilibrer
dans la dimension où il t'a touché, tu peux vraiment, en tout cas, je t'invite vraiment à passer par tes valeurs les plus hautes pour pouvoir travailler cette charge-là. Plus une valeur est haute chez toi, plus elle a le pouvoir d'absorber et de transformer une émotion difficile. Petite parenthèse d'un exemple perso là, assez récent qui date de février 2026. Euh, bon, j'ai toujours eu une certaine sensibilité émotionnelle difficile à gérer quand il s'agit de grosses déceptions. Et j'ai pris une grosse claque là récemment durant les JO d'hiver il y a quelques semaines où euh, donc là on parle de patinage et mes athlètes favoris sont complètement ratés. Et puis la compétition dans son ensemble a été, je trouve, hyper décevante. Et je m'attendais pardon, à rêver, à vibrer, à célébrer. C'est une seule soirée tous les 4 ans, ça. Et j'ai tellement déchanté. J'ai eu un gros bad pendant la nuit. Et vraiment, je sens que c'est quelque chose qui aurait pu durer plusieurs semaines à l'époque. Et j'ai équilibré ça assez vite en 2 temps. Déjà en allant explorer ce que les athlètes en question avaient pu gagner dans ce loupé, en quoi c'était pas qu'une catastrophe, où était le cadeau. Et avec le temps, évidemment, c'est de plus en plus facile de le voir. Et en même temps, de voir ce qu'ils auraient perdu peut-être à gagner comme prévu. Et ensuite, je te donne cet exemple parce que dans le week-end, j'ai vraiment utilisé une de mes valeurs les plus hautes autour du dev perso, autour de mieux me connaître, de mieux me comprendre, pour voir ce que cet épisode-là m'avait appris sur moi-même. Et là encore, en 2 3 heures, la charge s'est complètement dissoute quand j'ai découvert les patterns intérieurs que j'avais pas encore identifiés pour moi, en quoi cet événement me faisait grandir, en quoi il me faisait être beaucoup plus en capacité de voir ce qui se jouait et de transmettre ce qui se jouait dans mon métier, dans mes relations proches, dans mon rôle de mari, dans mon rôle de père. Ça a tellement de valeur pour moi que à la fin du week-end, et c'est en général le signe que c'est équilibré, pour rien au monde j'aurais voulu revenir en arrière et que les événements soient différents. Nos systèmes de valeurs, nos proches sont souvent d'excellents leviers pour nous aider à équilibrer. Ok, on arrive à la fin, un récap. La loi de l'équilibre existe tout le temps, toujours, dans chaque événement, à chaque instant, à chaque expérience. Il y a un coût, il y a un bénéfice qui coexistent et qui font le même poids. Plus on polarise idéalisation ou dramatisation, perception de plus de gains ou de plus de pertes, plus on souffre. La gratitude profonde, la stabilité intérieure, la performance durable, elle vient de la perception équilibrée des 2 phases de chaque événement. Et tu peux appliquer cette loi sur 3 axes. Le passé pour libérer des charges anciennes, le présent pour, sortir d'un mode de réaction permanent, et le futur pour réduire, la peur et l'anxiété en anticipation. Le critère de fin, c'est la neutralité ressentie dans le corps. C'est pas la conviction intellectuelle. Ça veut pas dire se résigner ou abandonner, ça veut dire être capable de faire un choix conscient à partir d'une vision qui est complète. Heu, Quand je suis polarisé sur un sujet, par exemple, j'ai le réflexe de prendre un carnet, un stylo et d'aller chercher 50, 100, 150, 200, 250 inconvénients ou bénéfices, en tout cas à l'opposé du spectre de ma perception. Tout ça, ça repose sur une seule idée. T'as jamais autant perdu que tu ne le penses, parce qu'à chaque perte, il y avait un cadeau qui était simultané. T'as jamais autant gagné que tu ne le penses, parce qu'à chaque gain, il y avait un coût qui était simultané. Quand tu intègres ça, tu sors des montagnes russes émotionnelles, tu deviens plus stable, plus présent, plus libre, et dans notre contexte, tu performes mieux. Voilà, je te laisse avec 3 questions, si jamais tu veux commencer à jouer avec ça. La première, quelle expérience de ton passé mériterait d'être rééquilibrée aujourd'hui? Hem, Quelles sont celles qui te chargent encore, où tu es convaincu d'avoir plus perdu que gagné? Tu peux, pardon, en identifier 2 ou 3 et chercher, par exemple, ce que tu as pu gagner là où tu penses avoir perdu. Si tu sens d'ailleurs que tu te forces à te convaincre le devoir, c'est que tu y es pas encore arrivé. Une deuxième, quels événements présents tu pourrais commencer à voir différemment? Ce dont tu te plains aujourd'hui dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ton corps, tu peux t'entraîner à chercher la phase cachée, opposée, pour compléter ce que tu vois déjà. Et la troisième, à quoi ressemblerait ta vie si, par exemple, tu cessais de fantasmer un chemin sans douleur, sans difficulté? Si tu acceptais profondément que ce que tu vises a son propre coût et que tu payeras de toute façon, que tu le veuilles ou non. Peut-être que tu hésiterais moins, peut-être que tu prendrais plus de risques, ou peut-être que tu prendrais moins de risques d'ailleurs, que tu prends pour de mauvaises raisons.
mais sans doute que tu serais beaucoup plus aligné. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas, si tu as des remarques, à me partager. N'hésite pas à me partager ce qui te marque, dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui, en tout cas ce que tu veux garder avec toi. N'hésite pas à partager l'épisode à quelqu'un si jamais tu penses que ça t'a aidé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.